Est-ce que Jean-Marc Classe, tu veux me rajouter quelque chose? Non, la seule chose que je voudrais dire, c'est que mon collègue et ami Frédéric Dumont a eu la gentillesse de se connecter avec nous alors qu'il est en congé aux États-Unis. Donc j'imagine que le décalage horaire ne doit pas être très facile pour lui. Et si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on lui donne la parole maintenant pour qu'il puisse nous faire sa présentation tranquillement. Sûr. On y va. Donc, en gros, tu veux qu'on parle de pression, qu'on mette la pression, c'est ça? La pression. Merci. Donc, la PIPAC, présentée par Frédéric Dumont. Merci. On vous écoute, cher ami. Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, ben, écoutez, merci à l'Académie et merci à Jean-Marc Classe de m'avoir invité. Mettez-nous en mode diaporama, Fred. Mettez en mode diaporama, s'il vous plaît, votre support visuel. Donc, moi, je vais vous parler de la PIPAC et des essais en cours. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, la PIPAC, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une technique de chimiothérapie intrapéritonéale. Et qu'est-ce qui la différencie en premier lieu de la CHIP? C'est d'abord sa maturité dans son évolution. La CHIP, elle a près de 40 ans. Il y a plus de 3000 articles dans la littérature. Il y a 6 essais de phase 3. Alors que la PIPAC, c'est une technique qui a à peu près 10 ans. Il y a peu d'articles dans la littérature, 0 phase 3. Donc, c'est une technique qui est jeune, donc qui cherche déjà à s'améliorer et qui cherche également sa place en clinique dans les soins courants. Alors, quel est le principe et la technique de la PIPAC? Donc, c'est une chimiothérapie intrapéritonéale réalisée par cystoscopie. Donc, on met 3/4 de cystoscopie, comme on a dit précédemment, idéalement sur la ligne médiane. Et on fait une cystoscopie exploratrice, on fait un calcul du PCI, des biopsies. Puis après, on met un nébulisateur à travers un trocar. Le nébulisateur, c'est ni plus ni moins qu'une technique issue de l'industrie automobile. C'est un injecteur de voiture qui transforme la solution liquide en aérosol. Et ce nébulisateur est connecté à un injecteur de haute pression dans lequel est introduite la chimiothérapie. Et une fois que tout est prêt, là, les soignants sortent de la salle, le patient est mis il y a un flux laminaire dans la salle, il y a une protection autour du patient, le patient reste surveillé via une surveillance extérieure et l'injection par aérosol s'effectue. Voilà l'aérosol qui transforme la solution liquide en aérosol. Alors, quel est le rationnel oncologique de cette technique? Le premier rationnel oncologique, c'est celui de la chimiothérapie locale, c'est-à-dire d'augmenter les concentrations de la chimiothérapie au plus proche des foyers tumoraux et de minimiser les effets indésirables systémiques comme on a dans la chimiothérapie systémique. Alors ça, cette étude qu'on a mis en place, qui est une étude de phase 1 de pharmacocinétique, prouve ce concept. Cette étude est la même que celle qui avait été faite par Dominique Elias il y a près d'une vingtaine d'années avec la CHIP, et qui a cherché à doser l'oxaliplatine, soit dans le muscle, qui est le marqueur témoin du passage systémique, soit dans les nodules tumoraux, soit dans le péritoine, qui est le tissu touché par la chimiothérapie. Cette étude montre qu'il y a une augmentation de concentration dans les tissus tumoraux et dans le péritoine sain par rapport aux muscles de 9 à 15 selon les doses utilisées. Donc, le concept de chimiothérapie locale est validé par cette étude de pharmacocinétique. Alors, en effet, il y a plus de concentration au niveau local, mais il y a quand même un passage systémique avec la PIPAC. La PIPAC a une spécificité différente de la CHIP, c'est qu'il y a une très forte concentration de la chimiothérapie dans le soluté. Et on sait, grâce à ceux qui ont beaucoup travaillé sur les dialyses péritonéales, que cette forte concentration augmente le passage systémique. Et on voit sur les 3 études de pharmacocinétique, la nôtre, une autre sur la PIPAC et une étude de pharmacocinétique de chimiothérapie réalisée uniquement en intraveineux, que finalement, les marqueurs de passage systémique que sont la Cmax et là sous la courbe, montre qu'avec une PIPAC à 90 ou 140 mg/m², on obtient des concentrations maximales ou des aires sous la courbe finalement assez proches d'une chimiothérapie intraveineuse à 130 mg/m² d'oxaliplatine. Donc la PIPAC
c'est bien, c'est une voie locale, mais il y a un passage systémique avec les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que l'avantage, on maintient une pression systémique sur la maladie et sur sa volonté de faire sur les cellules tumorales circulantes, mais à la fois, on a aussi les effets indésirables, malgré tout, quasiment celles d'une chimiothérapie IV. L'autre principe de la PIPAC, c'est, comme on l'a dit, l'hyperpression intrapéritonéale. Donc ça, je vous ai mis une étude animale qui est assez parlante de l'équipe de Dijon, qui a mis sur une étude qui a pris un modèle de carcinose murin et qui a augmenté la pression intrapéritonéale en mettant de la chimiothérapie intrapéritonéale avec du cisplatine. Donc là, vous avez les souris qui n'avaient aucun traitement, qui est le cas témoin. Là, les souris qui avaient que de la chimiothérapie intraveineuse, ici que intrapéritonéale et ici intrapéritonéale pressurisée. Et on voit qu'au niveau tumoral, finalement, la pressurisation augmente par près de 2,5 fois la concentration tumorale par rapport à l'absence de pressurisation, et que ce résultat était majoritaire au niveau tumoral plutôt qu'au niveau simplement du diaphragme, qui est le marqueur témoin du péritoine sain. Alors, la question qui se pose encore aussi, c'est que ce modèle murin, qui était une pression hydrostatique, pas vraiment une pression gazeuse, quel en est-il au niveau de la PIPAC? Donc là, on a une étude aussi animale, mais qui a une technique de PIPAC beaucoup plus proche de ce qu'on réalise chez l'homme. Et il a été évalué une pression à 12 versus 20. Quelle est la meilleure? On ne sait pas bien, puisqu'on voit qu'en comparant 12-20, on a quand même une petite amélioration avec une forte hyperpression qu'on n'utilise pas de façon courante, une pression à 20 en cystoscopie, une meilleure pénétration, mais que ça reste encore pas très satisfaisant. Donc, on reste à 12 de pression intrapéritonéale, faire une cystoscopie standard. Ensuite, l'intérêt de la nébulisation, de l'aérosol, son principal objectif, c'est d'avoir une bonne homogénéité de la chimiothérapie dans tout l'espace intrapéritonéal. Alors, les premières études montraient cette photo qu'on utilise souvent dans les congrès parce que c'est assez illustratif d'une très bonne homogénéité, mais la réalité est un peu plus subtile. Et l'homogénéité spatiale de l'aérosol est correcte, mais il n'est pas encore parfait. Ça, c'est l'étude de l'équipe de Lyon, qui est une bonne étude animale sur modèle de porc, qui a comparé la distribution spatiale en intrapéritonéal. Vous savez que le péritoine est fait de multiples replis. Il est très difficile de pouvoir faire une diffusion parfaite sur l'ensemble de cette cavité. Et donc, l'équipe lyonnaise a comparé la distribution spatiale de la chimiothérapie selon les liquides, c'est-à-dire une technique de chip à ventre fermé, à utilisation qui est assez proche de celle qu'on utilise chez l'homme, et selon les techniques de PIPAC. Et on voit qu'il y a quand même, donc en bleu, c'était la chip avec des concentrations, des dosages de concentration de sel de platine selon les différentes régions intrapéritonéales. Et on voit qu'il y a une distribution inhomogène avec la chip, mais que c'est tout à fait exactement similaire avec la PIPAC. Donc, on arrive à toucher tous les secteurs, mais pas de façon homogène. C'est une voie d'amélioration possible dans la chimiothérapie intrapéritonéale. Alors, quelle est la faisabilité de cette technique et les bénéfices cliniques? Alors là, je vous ai mis une revue de la littérature, également coordonnée par l'équipe de Lyon, qui a colligé toutes les études rétrospectives. C'est une technique débutante, donc c'est des études rétrospectives, souvent de petits effectifs, avec de différentes indications et de différents primitifs. Et les résultats sont les suivants. On voit que la non-accessibilité, c'est-à-dire une cystoscopie infaisable, ce qui est tout à fait possible puisqu'on s'adresse à des carcinoses évoluées, on est en situation palliative, c'est à peu près 10% des patients. Et on voit également que le nombre de procédures faisables est limité à peu près, en moyenne, est en moyenne de 3. En effet, le fait de faire des PIPAC de façon itérative crée des adhérences de plus en plus intenses qui limitent la faisabilité ultérieure de la PIPAC. Donc la PIPAC, c'est faisable, mais c'est limité en nombre de cures. La deuxième information, c'est que les événements indésirables sont finalement faibles, puisque dans cette étude, dans cette revue de la littérature, il n'y avait que 10% de toxicité grade 3 et 1% de toxicité grade 4. C'est faible. Et nous, on avait dans notre étude de phase 1, donc qui collige de façon très rigoureuse les toxicités de grade 3,
on avait des résultats similaires avec une seule toxicité de grade 3 à 90 mg mètre carré. Donc, la PIPAC, c'est une technique qui est bien tolérée. Même avec l'anesthésie générale, les chimiothérapeutes sont un peu réticents à l'idée de faire des anesthésies générales répétées. Mais globalement, et les patients le confirment, c'est une technique qui est bien tolérée et qui a des effets indésirables différents de la chimiothérapie intraveineuse, mais pas du tout plus toxique que la chimiothérapie IV. Alors, quels sont les résultats oncologiques? Donc là aussi, on a d'abord des résultats intermédiaires, c'est-à-dire des paramètres indirects de l'efficacité oncologique. Il y a une diminution du péritonéal cancer index, du PSI, qui est le score d'extension de la carcinose péritonéale de 66%, ce qui est un bon résultat. Je rappelle que ces patients-là, c'est une technique nouvelle, donc qui est réservée le plus souvent à des patients en situation palliative, en échec des traitements standards, donc une situation avancée. Avoir 66% de diminution de PCI, c'est un bon résultat. Et au niveau des scores RECIST, là aussi, on a 60% de réponses RECIST, ce qui est également un bon résultat dans ce contexte. Alors, je ne vous ai pas fait un catalogue de toutes les études rétrospectives existantes. Je vous en ai sélectionné essentiellement une parce que le résultat, je l'ai trouvé très intéressant, encore de l'équipe lyonnaise. Donc, c'est sur les carcinoses d'origine gastrique. Donc, il y avait 42 patients. Les patients avaient en moyenne 3 sessions PIPAC. C'était des patients qui avaient des carcinoses avancées. La moitié était en deuxième ligne de traitement de chimiothérapie. Et le PCI était à 17, ce qui est un score élevé pour les carcinoses gastriques. Donc, des patients de mauvais pronostic. Et avec la PIPAC, la médiane de survie a été de 19 mois. Alors, c'est un excellent résultat. Moi, je vous ai donné juste à titre indicatif pour que vous rappeliez la gravité de cette maladie de métastase d'origine gastrique. L'essai TOGA, qui a validé le trastuzumab en soins courants pour les HER2+, ils avaient une médiane de survie de 13,8 mois. Et l'essai plus récent Keynote qui a évalué l'immunothérapie dans les métastases d'origine gastrique, la médiane de survie, c'était 12 mois. Donc 19 mois chez ces patients, c'est un excellent résultat qui, évidemment, mérite une confirmation, mais qui est assez prometteur. Alors, quels sont les essais en cours ou à venir? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est une technique qui est jeune, donc qui cherche à s'améliorer. La première amélioration possible, c'est celle d'augmenter les doses en intrapéritonéal. Et vous avez plusieurs équipes qui cherchent à augmenter les doses de doxorubicine ou de cisplatine. Nous, on a augmenté les doses en oxaliplatine avec 2 autres équipes italiennes et coréennes, et pardon, Singapour. Et l'équipe de Montpellier, actuellement, coordonne des réunions pour essayer d'homogénéiser à la fois les techniques et à la fois les dosages. C'est une bonne initiative parce qu'en effet, on a l'expérience de la CHIP qui montre que l'hétérogénéité des drogues et des doses a entraîné une difficulté d'évaluation ultérieure et qu'on essaye de prévenir le plus tôt possible avec la PIPAC parce qu'on sent que c'est l'évolution qui peut se dessiner. Il y a aussi des combinaisons qui sont testées avec l'immunothérapie. Il y a aussi des nouvelles drogues. Pour la PIPAC, c'est une nouvelle drogue, le paclitaxel, mais qui est une drogue très intéressante, par exemple pour l'estomac, qui est également en cours d'évaluation. Alors là, je vous ai mis 2 autres études qui sont des études de phase 2 unicentriques qui sont intéressantes dans le concept, mais qui ne changeront pas dans le futur les stratégies thérapeutiques. Donc ça, c'est une étude danoise qui, pour les cancers gastriques avancés, on sait que c'est un fort risque de carcinose péritonéale. Donc là, ils vont faire des gastrectomies laparoscopiques, donc qui sont M-, c'est des patients qui sont non métastatiques. Ils sont M-, ils vont faire des gastrectomies laparoscopiques suivies juste derrière de PIPAC à doxorubicine cisplatine. Donc cette fois, une PIPAC en adjuvant, ce qui est une étape, puisque actuellement on est dans une situation où on utilise la PIPAC que dans une situation palliative pure, sans jamais de cytoréduction. Là, ce serait une étape, celle de l'adjuvant après l'exérèse du tumeur primitif. Alors, évidemment, c'est une étude exploratoire de phase 2 avec, j'ai mis 3 points d'exclamation parce qu'en Occident, faire des gastrectomies laparoscopiques pour des tumeurs aussi avancées, ça reste discutable comme attitude. Donc ça, c'est une étude de faisabilité.
L'autre étude est une étude israélienne qui est également assez intéressante puisque c'est les métastases péritonéales colorectales éligibles à une cytoréduction opérables qui ont reçu de la chimiothérapie intraveineuse. Donc là aussi, on sort de son état actuel, la PIPAC, qui est celle d'un traitement palliatif exclusif à une étape de la volonté de voir si sa place est possible dans une situation néoadjuvante ou adjuvante comme dans l'étude précédente. Là, c'est en situation néoadjuvante pour cette étude israélienne. Et ces patients-là auront 2 PIPAC en néoadjuvant d'une cytoréduction et CHIP pour la carcinose colorectale. Et là aussi, les résultats seront intéressants à surveiller parce que comme vous avez dit, François, sur l'échec de l'étude Prodige 7, il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais il y en a une autre encore qui avait été évoquée, qui est celle que la chimiothérapie en un seul coup, infusée en un coup, ce n'est pas toujours forcément peut-être suffisant pour arriver au bout de ces carcinoses péritonéales. Et là, ce serait un fusil, entre guillemets, à 3 coups en intrapéritonéal. Donc potentiellement meilleur. L'objectif, c'est un taux de réponse objectif et la survie sans récidive à 3 ans. Alors, il y a des études randomisées. Il faut voir que les études, finalement, qui ont le plus de chances de modifier les stratégies thérapeutiques, donc qui sont les plus en avance, sont françaises. En grande partie, même grâce à la bonne efficacité du réseau RENAP et Big RENAP. Et la première étude, c'est l'étude de phase 2 multicentrique randomisée comparative coordonnée par Clarisse Evenot, qui est pour les métastases, qui s'appelle PIPAC-STOC, qui est pour les métastases gastriques irrésécables de PCI supérieur à 8, isolées, non occlusives. Donc, on a vu que c'est probablement une bonne indication. La PIPAC, c'est celle qui est intéressante. On l'a vu dans l'étude rétrospective lyonnaise précédente. Et donc, cette étude va randomiser 47 patients dans chaque bras. Dans un bras, c'est une chimiothérapie. Les chimiothérapies, c'est des tumeurs chimiosensibles, les métastases gastriques. Donc, il y a plusieurs types de chimiothérapies possibles qui sont proposées, celles qui peuvent être utilisées en situation palliative, ce qui est le cas de ces patients, et qui seront comparées à cette même chimiothérapie auquel on ajoutera la PIPAC, cisplatine, doxorubicine. L'objectif principal, c'est de démontrer une augmentation de survie sans progression de 6 à 12 mois. L'étude est en cours et ouverte, et donc elle est ouverte partout en France, dans les équipes souvent du réseau. La deuxième étude, qui est également très intéressante, qui est l'étude sur les mésothéliomes péritonéaux irrésécables, donc qui est coordonnée par Olivier Asgarbura de Montpellier. Et donc, sur les mésothéliomes, là encore, irrésécables, on est toujours dans la situation où on cherche à démontrer qu'en situation palliative, la PIPAC peut faire potentiellement mieux que la chimiothérapie seule. Donc, c'est des mésothéliomes avancés, PCI supérieur à 28. Les patients ont un bilan initial et seront randomisés avec 2 pour 1. C'est une maladie rare, donc on a privilégié la PIPAC dans le bras expérimental en nombre de patients. Et donc, c'est une chimiothérapie IV exclusive, donc cisplatine, prémétrexède, la Limta, qui est la chimiothérapie standard, versus à cette même chimiothérapie auquel on associe de la PIPAC, cisplatine, doxorubicine. Et nous, on a mis un PHRC qui est en cours de réévaluation pour les métastases coliques irrésécables, PCI à 15, toujours dans le même esprit, et on cherchera à randomiser les patients entre soit la chimiothérapie IV standard, soit FOLFIRAVASTIN, soit FOLFIRINOX, comparer cette même chimiothérapie auquel on rajoutera de la PIPAC à l'oxaliplatine. Donc, pour conclure, on peut dire que la PIPAC, c'est un traitement qui est simple pour les centres qui ont de l'expérience de la chimiothérapie intrapéritonéale. C'est un traitement qui est bien toléré. Il y a des contraintes de faisabilité qu'il faut prendre en compte dans la stratégie, dans son utilisation. C'est un traitement qui est encore optimisable et les bénéfices sont encore incertains. Il y a un rationnel oncologique qui est présent, mais il faut des phases 2 et des phases 3 qui doivent continuer à être mis en place pour vraiment trouver la place de cette technique. Je vous remercie.
Merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup aussi à Olivier. Je laisse notre ami Jean-Marc Classe terminer de faire quelques mots de conclusion après cette séance extrêmement riche. Un domaine très difficile, on voit la ténacité des équipes pour mener à bien des études haut en cours dans un domaine qui au départ peut sembler être décevant, mais en fait qui est plein de possibilités probablement. Merci Jean-Marc. Jacques Hubert a une question. Oui, bonjour. Juste sur le côté technique, donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je fais du bureau et je n'ai pas l'occasion de pratiquer ce type de chirurgie. Par contre, je fais beaucoup de robots. Est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que des équipes ont déjà tenté de faire ces aérosols avec la robotique? Avec les nouveaux robots XI et les tables asservies, vous pouvez très bien incliner le patient complètement en latéral droit, en latéral gauche, en proclive, en Trendelenburg, avec des instruments qui vous permettent de dérouler de l'intestin. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez être très bien en dehors de la salle, donc pas exposé aux aérosols. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Marc Pocard qui va répondre à la question dans la salle. Alors, en fait, la première personne qui m'a parlé de ça, c'est un patient qui était chirurgien et qu'on avait en pipac pour un cancer de l'estomac et qui m'a dit ça serait quand même plus malin si vous pouviez bouger l'intestin grêle pendant que vous vaporisez la chimiothérapie. Donc oui, on y a pensé. Ça permet effectivement de pas être dans la salle. Par contre, après, on met de la chimiothérapie sur un optique. Il faut après passer l'optique dans différents systèmes. Donc pour l'instant, il y a pas mal de réflexions là-dessus pour essayer effectivement de travailler sur ça. Il y a une équipe en Corée qui elle a inventé un système qui tourne à l'intérieur comme une toupie et qui devrait permettre là aussi d'utiliser l'espace et de pas être localisé à un endroit. Mais pour l'instant, pour avoir accès au robot, je travaille dans un hôpital où il y a un robot. J'ai fait une tentative, j'ai pas réussi, mais je suis d'accord que je vais recommencer. Hubert Joannet, juste à côté. Oui, moi je voudrais vous poser une question concernant la pression intrapéritonéale, parce que Marc Pocard l'a évoqué pour la CHIP, et puis vous venez de le réévoquer là pour la PIPAC. Or, il y a une discussion, alors là je vous parle de célioscopie pour opérer les cancers digestifs non disséminés R0. Il y a une discussion globale où il y a certains qui disent non, il faut faire des célioscopies avec un pneumopéritoine à pression élevée. Et d'autres disent, non, il faut faire des célioscopies avec des pressions intrapéritonéales basses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les cancérologues je parle par exemple d'exérèse de cancer digestif R0 par célioscopie. La chimio sert à pousser le produit. Hein. La pression sert à pousser le produit. Frédéric vous a répondu sur l'étude qui a été faite par Cyril Huchon, qui est chirurgien à Lariboisière et qui est gynécologue. Cyril a fait cette étude sur un modèle de brebis où Frédéric vous a montré des résultats, c'est vrai que ça va vite, hein, mais des résultats entre 12 mm de mercure et 20 mm de mercure. Très clairement, le médicament avait une pénétration qui était quand même un peu mieux. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, Hubert, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur des modèles en dehors du cancer, en particulier un Australien qui s'appelle Robert Ramsay, qui est aujourd'hui le président de l'ISSPP, qui est la Société internationale d'études de la plèvre et du péritoine, et qui a vu que la dessiccation du péritoine, donc son altération, était liée à la fois à la pression, c'est montré, c'est l'équipe de Clermont qui a travaillé sur ça depuis très longtemps, sur la fertilité, et en même temps sur l'humidité. Et tout ce qui va abîmer le péritoine va faciliter l'implantation. Donc moins on sera traumatisant sur le péritoine, et mieux on sera. Le problème, c'est qu'il faut aussi l'hydrater encore plus qu'éviter de lui mettre une très forte pression. Diane, vous avez quelque chose à rajouter? Non, sur la question de la chirurgie carcinologique sous célioscopie, je pense qu'on a quand même beaucoup d'études dans nombre d'étiologies où on a validé l'abord célioscopique, sauf peut-être pour les DPC avec l'étude des Hollandais. Mais
Voilà, mais après, si on fait la même chirurgie que celle qui serait faite en laparotomie, c'est-à-dire que si on sait la faire, qu'on a les mêmes marges et qu'on a les mêmes règles carcinologiques, je pense qu'on a le droit de le faire en celluloscopie. Il faut savoir la faire aussi bien qu'en laparotomie. Moi, je ne fais pas des résections de cancer en celluloscopie parce que je ne saurais pas la faire comme je sais la faire en laparotomie. Donc voilà. Et après, sur la pénétration de la chimiothérapie, ce sera peut-être pas. Donc il a été montré pour la celluloscopie qu'il vaut mieux faire à basse pression. C'est beaucoup mieux toléré sur le plan ventilatoire, sur le plan des saignements et ainsi de suite pour le patient. Mais après, pour les pénétrations de la drogue en celluloscopie, il vaut mieux augmenter la pression. Donc peut-être que on n'utilisera pas la même pression si on fait un geste, comme l'étude c'est à Singapour où ils font la pipac, là, que vous avez dit, l'estomac plus pipac. Je vais donner la parole à Jean-Marc. Peut-être qu'ils changeront à ce moment-là la pression intra-abdominale. Danemark, ouais. Merci. Merci à tous. On va laisser les derniers mots à Jean-Marc Classe en le remerciant vivement de son organisation et de cette très belle séance très intéressante. D'abord, un grand merci aux orateurs d'avoir fait cet effort de nous faire des super topos pour essayer de vous convaincre de l'importance de ce traitement local qui est la CHIP et avec le topo de Frédéric de la PIPAC. Vous avez vu, même si les essais, j'ai bien compris que les essais, c'est un petit peu barbant de voir des essais, c'est difficile pour vous, mais c'est quand même très important parce qu'on nous reproche souvent de dire, voilà, la CHIP ne se développe pas depuis des années parce que chacun fait à sa méthode et du coup, ce n'est pas convaincant. Et le bénéfice des essais, c'est comme l'a dit à un moment un des orateurs, le bénéfice des essais, c'est que ça permet de rendre les choses beaucoup plus standardisées et d'arriver vers des preuves, parce qu'à partir du moment où on a la preuve d'un bénéfice pour les patients, là, ça deviendra difficile de ne pas le proposer aux patients. Donc, il y a des domaines dans lesquels c'est prouvé. Olivier Glienne nous a fait un magnifique topo, et vraiment, c'est lui qui pouvait faire ce très beau topo avec toutes les initiatives qu'il prend sur les maladies rares du péritoine. Et on voit que même dans un domaine maladies rares du péritoine, les bases de données arrivent à apporter des données extrêmement convaincantes et qui nous débarrassent de la problématique des essais randomisés. Donc, on voit qu'il y a plein de réflexions pour simplement faire bénéficier aux patients et aux patientes de demain de ces avancées que sont la CHIP et également la PIPAC. Un grand merci à l'Académie pour nous avoir permis de cette présentation. Merci. On va peut-être laisser un dernier mot à Philippe. Philippe, tu as co-présidé cette... Vas-y. Un mot de remerciement. Merci. Je remercie les orateurs. Voilà, c'était parfait. C'est un sujet difficile. Quand on a travaillé dessus depuis 30 ans, on s'en aperçoit effectivement. Merci à tous.